Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Vous êtes des adorateurs de la bande dessinée européenne? Eh bien, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir à l'émission Lise et Didier Tarquin, deux personnalités de cet univers qu'est la bande dessinée européenne. D'un côté, vous avez Didier Tarquin, qui est non seulement un dessinateur, mais qui est également un créateur. Et de l'autre côté, vous avez son épouse Lise, qui, elle, est coloriste de bande dessinée. Ils vont nous parler de leur carrière, de leur technique, mais également de leur nouvelle série qu'ils ont co-scénarisée et co-dessinée ensemble, soit UCC Dolores. J'ai eu la chance de connaître ce couple merveilleux au Festival de la bande dessinée vers le milieu des années 2000. De mémoire, je crois que c'était en 2004. Écoutez, on a cliqué à ce moment-là par l'entremise d'une personne qui était Stéphane, qui nous avait organisé un beau petit souper dans lequel on avait profité de la soirée pour se connaître mieux. Mon auteur ou mon dessinateur invité aujourd'hui est né un 20 janvier. La coloriste invitée, elle, est née un 20 juillet. Il est dessinateur, donc elle est coloriste. Ils ont presque 15 ans de travail mutuel sur les mêmes projets ensemble. C'est un des couples les plus connus du monde de la bande dessinée européenne. Je parle ici, bien sûr, de Didier Tarquin et Lise Tarquin. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Je vais sauter tout de suite dans le vif du sujet. Didier, j'aimerais ça que vous nous parliez un petit peu de vos origines et de la provenance de votre passion pour la bande dessinée. Moi, mes origines, d'abord, je suis né en France, mais si on doit parler de mon rapport à la bande dessinée, c'est toujours un rapport lié à l'enfance. Je pense que les 3/4 des auteurs que tu as eus en interview, quand ils parlent de leur passion de la bande dessinée, ils parlent évidemment de leur enfance. Moi, mon enfance, elle s'est passée en Algérie, dans le désert du Sahara. Alors, on imagine tout de suite un endroit où il ne se passe rien, où il n'y a que du sable. Non, il ne se passe pas rien, il se passe plein de choses. Et quand on parle de la bande dessinée, par rapport au désert du Sahara et à mon enfance, il y avait une revue qui s'appelait Pif Gadget, qui arrivait jusque dans ces contrées si lointaines et si désertiques en apparence. Et donc, voilà, mes premières lectures en bande dessinée, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur de cette revue, c'était dire Rahan, Pif Pif, toutes ces choses-là. Voilà. Après, est-ce que pour autant, ça a été un déclic? Je dirais que non. Je l'ai lu comme n'importe quel enfant lisait cette revue. Non, le déclic, il s'est fait à mon arrivée en France pour mes 10 ans. Donc, voilà. Et là, j'ai découvert tout ce qu'on peut trouver dans les kiosques à journaux, à commencer par les revues Strange. Alors, Strange, parce qu'évidemment, je sais que je parle à des Québécois. En France, c'était du matériel de Marvel. Donc, tout ce qui est Spider-Man, Iron Man, les X-Men, tout ça.
qui était tout ça, c'était, on va dire, compilé dans une revue qui s'appelait Strange. Voilà, moi, ça a été Metal Hurlant, Heavy Metal pour vous. Puis ensuite, des bandes dessinées euh, en album comme La Quête de l'oiseau du temps, de Loisel, des choses comme ça. Mais là, voilà, là, on rentre dans l'adolescence. Et puis, toute la pop culture qui va avec, parce que quand on parle de bande dessinée et qu'on est un ado dans les années 80, évidemment, il y a aussi le cinéma, c'est-à-dire évidemment Star Wars, Indiana Jones, Conan, toutes ces choses-là, toute cette pop culture qui fait d'abord, on a du plaisir à la consommer, mais à un moment donné, il y a cette envie de prolonger le plaisir, c'est-à-dire de se mettre aussi à raconter des histoires, de prolonger le rêve. En gros, ça veut dire que quand on va aller voir Star Wars et qu'on revient à la maison, ben, on a envie de dessiner du Star Wars. Et quand on va aller voir Conan, qu'on revient à la maison, on a envie de dessiner du Conan. Et puis petit à petit, ces choses-là, brique par brique, nous construit et on devient comme ça, petit à petit, d'un amateur de bande dessinée, on devient un passionné de bande dessinée. Et puis ensuite, du fantasme, on passe à l'ambition. Et puis ensuite, il faut que ça devienne un métier parce que on ne se voit pas faire autre chose que ça. Voilà. Et du côté de Lise, c'est quoi votre évolution dans le métier de coloriste et pourquoi avoir choisi ce métier en particulier? Alors, je ne sais pas si je l'ai choisi, je crois que c'est plutôt lui qui m'est tombé dessus. En fait, moi, j'ai une formation au départ de designeuse. Je travaillais dans la publicité, on appelait ça à l'époque la communication visuelle, aujourd'hui c'est le design graphique. Moi, je travaillais plutôt dans la pub. Ensuite, j'ai bifurqué sur le dessin animé. Je travaillais dans une boîte de dessin animé où je mettais en couleur des décors, je dessinais des décors, je faisais du storyboard, des choses comme ça. Et en fait, j'ai rencontré Didier à l'occasion d'un festival de BD, d'ailleurs, où j'allais pas souvent, très honnêtement, parce que j'étais pas une grande lectrice de BD. Et pour moi, à l'époque, donc je devais avoir une vingtaine d'années, la BD s'était mis en couleur fatalement par celui qui dessinait, puisque comme moi je dessinais, je mettais mes dessins en couleur. Et il m'était pas venu à l'idée qu'il pouvait y avoir un troisième corps de métier dans la phase création d'une bande dessinée. Donc, quand j'ai rencontré Didier, la maison d'édition, les éditions Soleil à l'époque, cherchait beaucoup de gens parce qu'elle était toute neuve. Elle avait 4 ans, je crois, hein, c'est ça? 4 ans, 5 ans? Non, un peu plus, mais disons qu'elle était Ouais. au balbutiement. C'était le Voilà. moment où Donc, Soleil cherchait. des coloristes, Voilà. clairement, ils cherchaient des coloristes et moi je voulais, parce que j'étais sur Paris, je voulais quitter Paris et le sud de la France, ça m'allait bien pour retourner dans ma famille. Et donc du coup, j'ai quitté Paris et je me suis installée dans le sud pour commencer des mises en couleur avec cette maison d'édition. Donc voilà, donc j'ai contribué à mettre en couleur tous les tomes 1 de tous ces jeunes auteurs qui arrivaient dans cette nouvelle maison d'édition, qui à l'époque n'était pas aussi grande que ce qu'elle a pu être plus tard. Elle a grandi assez vite, je pense aussi grâce au succès de l'Enfeust. Et comme on le disait un petit peu tout à l'heure, on n'a pas tout de suite travaillé ensemble avec Didier. Il a d'abord fait l'Enfeust de Troyes et l'Enfeust des Étoiles, donc c'est 2 cycles de 8 tomes, donc ça fait quand même 14 ans. Et moi, en fait, je suis arrivée sur l'Enfeust Odyssée parce que je travaillais avec d'autres auteurs que Didier, aussi pour pas mélanger vie privée, vie professionnelle, pour garder aussi une vie familiale à côté. Et plus tard, ça a été possible et c'est pour ça qu'on est arrivé à collaborer ensemble sur l'Enfeust Odyssée. C'est ça. Didier, des auteurs qui vous ont inspiré quand vous avez commencé votre métier de dessinateur, c'était qui? Ouais, ça, c'est la question vache parce que Il y en a trop. J'en aime beaucoup, je vais les oublier. Et une fois que cette interview sera terminée, je vais me maudire. Mais c'est pas grave. Il y en a qui reviennent tout le temps et cela parce que c'est mon panthéon. On va dire, voilà, c'est mes dieux de l'Olympe de la bande dessinée. Il y a Loisel, bien sûr, le coup de foudre que j'ai eu avec La Quête aux du temps, dont je parlais précédemment. Il y a Mézières pour Valérian, mais quand on dit Mézières, c'est pas juste, il faut dire aussi Christin, qui est le scénariste, parce que certes, le dessin est magnifique et très efficace, mais les histoires sont parfaitement bien écrites. Voilà, pareil pour La Quête aux du temps, il faut aussi parler de Le Tendre, très bon scénariste. Il y a Herman sur Jérémia, alors là, c'est vraiment pour la mise en scène pure, parce que pour moi, c'est un des plus grands au niveau de la mise en scène, même encore aujourd'hui. Ça, c'est vraiment les choses que j'ai aimées à l'adolescence,
Euh, voilà, ensuite, bon, il y en a beaucoup d'autres, hein, bien sûr. Un peu plus tard, dans les années 90, le manga est arrivé en France. Voilà, et le manga, moi, je dirais en tête, ce qui m'a vraiment, vraiment frappé, ça a été évidemment le Akira de Otomo. Encore pareil pour des histoires de mise en scène, parce que ça reste quand même des maîtres de la mise en scène. Et je pense qu'en fait, ce qui me plaît, m'a vraiment touché ces gens-là, c'est pas, si aujourd'hui j'ai un petit peu de recul par rapport à ça, c'est pas forcément des virtuoses du dessin. C'est-à-dire, il y en a qui sont des virtuoses du dessin. Bien sûr, je peux parler de Giro. Giro Moebius fait partie pour moi des plus grands et des gens qui m'influencent encore aujourd'hui. Mais en fait, au-delà de ça, c'est plutôt des gens qui arrivent à avoir un dessin qui est incarné, avec un supplément d'âme. Euh, Loisel, au départ, c'est pas le meilleur dessinateur du monde, mais c'est vrai que sa BD, je l'ai ressenti. C'était quelque chose de vivant. C'est pareil quand on parle de Herman, de ces gens-là, ils ont un sens de la mise en scène, ils ont un sens aussi du jeu d'acteur. Voilà, donc je pourrais aussi parler de Vatine, sur Aqua Blue, qui a un sens exceptionnel aussi de la mise en scène. Mais c'est toujours ça, c'est des gens qui savent mettre en scène, c'est des gens qui savent dessiner des personnages qui sont incarnés. À la limite, je suis beaucoup plus touché par ça que par un dessin qui se veut juste. Attention, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a un dessin juste ne va pas me toucher. Mais ce qui va me toucher d'abord, c'est l'émotion qui est dans le dessin. Et je me rends compte aujourd'hui que si c'est ça qui m'a vraiment marqué à une époque, c'est ça que j'essaye de mettre dans mes planches aujourd'hui, dans mon dessin, plus que la justesse du dessin. Je me rappelle, Voilà. parce que parce qu'ici au Québec, la bande dessinée n'est pas aussi, même si elle a beaucoup de popularité, c'est pas un monde de folie comme en France. Je me rappelle d'une histoire que vous m'aviez racontée, Didier, où est-ce qu'à un moment donné, vous me disiez que vous ne pouviez même pas mettre vos planches dans un taxi pour les envoyer à l'éditeur parce que la planche ne se rendait jamais. Qu'est-ce qui explique cette popularité si forte que ça de la bande dessinée en Europe? C'est peut-être. Oui, je vais peut-être laisser te. Non, en fait, je ne sais pas si on peut l'expliquer. En fait, Moi, je pense que déjà, si. c'est culturel. Mais alors, déjà, il y a plus énorme que la France. Il y a la Belgique quand même. Il faut Ouais. rendre à César ce qui est à César. La Belgique, c'est là. Le monde incroyable de la bande dessinée, c'est là-bas. Et c'est le berceau vraiment hein, du franco-belge. Après, je pense qu'il y a une culture du livre en France. D'ailleurs, pas que les romans. Hein. Il y a vraiment. Euh, on va dire, on est un peuple qui aime lire, qui lit, je pense, il y a ça, Qui aime l'objet qui aussi aime du livre. l'objet, carrément. Et après, bah, il y a aussi cette jeune génération qui a accroché énormément au manga. En fait, la France est le premier consommateur de manga Après le Japon, oui. après le Japon. Donc, c'est quand même assez énorme. Et c'est marrant parce que j'ai rencontré un auteur, enfin une autrice d'ailleurs japonaise, qui m'expliquait que les conventions et les festivals en France étaient incroyables au niveau du manga, bien plus qu'au Japon. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des fans qui se déguisent, il y a du cosplay, enfin c'est assez énorme. Et elle était surprise de voir l'engouement aussi féroce qu'il y avait en France sur le manga et la BD en général. J'avoue qu'après, il expliquait, je sais pas, Moi, moi. j'ai envie de te répondre à ça avec plein d'autres questions. C'est terrible parce que j'ai envie de dire d'un côté, ben voilà, c'est le vieux continent, c'est l'Europe. Voilà, on a une culture qui s'est répandue par le texte, mais aussi par l'image. Dans les cathédrales, il y a des vitraux avec. Voilà, c'est vrai que je pense que on est aussi un peuple qui aime se raconter depuis aussi bien les légendes grecques, romaines, tout ça, celtiques. Il y a des mélanges. Je pense qu'il y a ça. Mais d'un autre côté, j'ai une question aussi là-dessus, c'est que si l'Europe est un continent qui aime se raconter en images aussi, pourquoi la bande dessinée se vend bien en France et passer les Pyrénées, on passe en Espagne, elle ne se vend plus. Et pourtant, c'est l'Europe. Ça, je ne l'explique pas. Pareil pour l'Italie. Il y a de la bande dessinée en Espagne, il y a de la bande dessinée en Italie, mais pas comme en France et pas comme en Belgique. Ça, c'est vrai. Et en Belgique, par exemple, si en France, la France est un gros consommateur de manga aussi, beaucoup moins la Belgique. Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer ça.
Je le constate. Je suis bien content d'être français parce que je peux vivre de ma passion. Merci, c'est super. Mais ça serait intéressant. Il faudrait, je sais pas, peut-être qu'il faudrait que que tu interviewes Bono Peters, qui, je suis sûr qu'il a des réponses à ça parce que c'est celui qui est le grand historien de la bande dessinée. Moi, j'ai peut-être des réponses, mais ce seraient plus des réponses qui seraient du domaine des hypothèses que des réponses vraiment comme ça. Affirmé. Ouais. OK. Lise, le métier de coloriste est un métier qui est, j'irais pas dire ignoré, mais sous-estimé. J'aimerais ça que vous expliquiez un petit peu aux auditeurs qu'est-ce que vous faites exactement, c'est quoi le métier de coloriste, c'est quoi les outils de travail que vous avez, puis comment vous avez développé vos techniques de travail. Alors, c'est vrai que c'est un métier qui est un peu mal considéré, ou en tout cas pas à sa juste valeur. Par contre, expliquer ce que fait un coloriste, ça va dépendre de chaque projet. En fait, chaque projet, c'est une rencontre humaine, je pense déjà, entre le scénariste et le dessinateur et le coloriste. Et il faut se comprendre, avoir la même envie de raconter la même histoire, aller dans le même sens. Et pour ça, on a effectivement des outils. Ça peut être fait à la main de façon traditionnelle avec pinceau, peinture, papier. Ça peut être fait en numérique, donc avec tout un tas de logiciels qui sont proposés aujourd'hui et qui sont très performants. Ça peut être un mélange des deux aussi. Mais ce qui est important avant tout, c'est que la couleur suive l'histoire. On doit faire des couleurs narratives. On doit coller à un univers. On est au service de cette narration pour qu'elle soit cohérente, pour que la lecture soit fluide, pour que ce soit un moment agréable de lecture. Et pour ça, je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment un lien étroit entre le dessin, le graphisme et la couleur. Donc, ça va se traduire par comment j'applique ma couleur. Est-ce que si je suis sur un dessin un petit peu rugueux avec de la matière, je ne dois pas un peu aller aussi dans ce sens quand je fais de la couleur pour soutenir cette identité graphique-là, cet univers-là. Si je suis sur de la BD où là, on est plus sur des petites vignettes, on va raconter un peu comme dans les romans graphiques qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Le but, là, c'est pas de faire du grand spectacle comme on pourrait faire sur de la BD d'aventure. Ça va être vraiment qu'on amène une visibilité ou un impact. Et la couleur joue un rôle important puisque avec une touche de couleur un peu soutenue ou fluorescente, ça fait ressortir des choses. Donc en fait, la couleur maintenant, elle amène vraiment une vibration. Moi, celle que je connais le plus, évidemment, c'est la BD, on va dire, d'aventure, parce que sur l'Enfeust ou même sur UCC Dolores maintenant, on est en plein dedans, hein, dans l'aventure, donc avec de l'heroic fantasy ou de la science-fiction. Et là, l'idée, c'est quand même de faire voyager le lecteur dans une aventure qui n'existe pas, hein, c'est fictif, mais il faut le rendre crédible. Et donc, pour que ces univers soient crédibles, on aime bien jouer aussi sur les grands décors, un peu comme si on était sur une production américaine et qu'on allait mettre des gros effets spéciaux ou qu'on allait mettre le budget en fait pour le visuel. Dans la BD d'aventure, c'est un petit peu ça. Donc du coup là, le coloriste, il devient un peu comme un peintre ou un illustrateur où il va pouvoir amener du décor. Donc là, c'est un peu ce que je fais quand je travaille avec Didier sur UCC Dolores. Je vais essayer d'amener de la profondeur, des décors, et dans mes ambiances, je vais essayer d'amener de l'émotion aussi. Sur une ambiance rouge et sombre, on va soutenir ce qui se passe dans l'histoire, peut-être un combat, un duel ou quelque chose de dramatique. Et puis, si on arrive sur une jolie île, il va faire beau, évidemment, on va avoir un beau ciel bleu ou des choses comme ça. En fait, avec la couleur, il va y avoir des codes qui vont nous permettre d'amener des émotions. Et je dirais, pour finir, que la chose qui est le plus important, je pense, qui est le plus caractéristique en fait du métier de coloriste, c'est même pas qu'il soit en fait un metteur de couleurs, mais c'est plutôt une mise en lumière. Où est-ce qu'on met la lumière dans la scène? Où se passe l'histoire à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on met sous silence? Qu'est-ce qu'on laisse dans l'ombre? En fait, c'est ça, je pense, le plus important. Il faut qu'on permette une lisibilité au lecteur et qu'on lui permette aussi de plonger dans l'histoire. Voilà. En gros, c'est un petit peu ça, je pense, qui pourrait définir le travail de coloriste pour un coloriste on va dire, d'aventure. Vous auriez pu être graphiste, vous auriez pu être peintre,
C'est quoi qui vous a amené tous les deux puis qui vous a réunis au médium de la bande dessinée? Qu'est-ce qui vous attache à ce médium-là? Moi, c'est simple, le dessin ne m'intéresse pas. Je suis connu comme étant un dessinateur de bande dessinée, voilà, et l'Enfeust, voilà, a fait que tout d'un coup, je devienne en gros Tarquin, le dessinateur, mais en fait, le dessin ne m'intéresse pas. C'est pas dénigrer le dessin est quelque chose de passionnant, mais si je ne fais pas partie de ces dessinateurs qui, quand ils partent en vacances, prennent un carnet à croquis et commencent à dessiner comme beaucoup d'auteurs de BD font. Non, moi, quand je n'ai rien à raconter, je n'ai aucun crayon en main. Moi, ce qui m'intéresse dans le dessin, c'est le fait que je peux raconter une histoire. C'est pour moi un véhicule. Moi, je suis... comment expliquer ça? C'est un mode de pensée, un mode de fonctionnement qui est très, très proche de l'enfance. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai une bonne grosse cinquantaine d'années bien tassées que pour autant, je n'ai plus cette dimension d'adolescent ou d'enfant en moi. On l'a tous. Moi, j'ai la chance, de par mon métier, d'avoir le droit de continuer à rêver et à m'amuser comme un enfant, comme un adolescent. Et le dessin me permet une immersion dans un monde, me permet de vivre des aventures, me permet de leur donner corps. Exactement comme un véhicule, quoi. Le dessin, pour moi, est un véhicule. Pour moi, le dessin est quelque chose qui me permet de vivre ça. Voilà. Donc, pourquoi dessiner? Parce que ça me permet ça. Parce que ça me permet de faire mon film avec peu de moyens. Si je dois dessiner, si je dois tout d'un coup raconter une histoire qui se passe dans une cité gigantesque avec une bataille où deux armées de 500 000 personnes se battent, ça ne va rien me coûter à part du temps et de la sueur. Donc voilà, moi, si je dessine, c'est parce que par le dessin, j'ai accès à ça. Voilà. Je pense après que Lise, si elle s'est mise à la couleur, c'est parce que c'est... Alors, il faut savoir aussi qui est Lise. Je vais un peu parler d'elle. Lise, c'est quelqu'un qui a une très grande culture peinture. Elle aime l'art avec un grand A. Avec elle, j'ai appris à aimer les musées. Et non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et c'est quelqu'un qui enseigne l'art, qui enseigne des tas de techniques artistiques aussi, et qui amène ça avec justement cet amour de l'art. Elle va expliquer la grande peinture, les impressionnistes, les fauvistes, les classiques, la Renaissance, ce qui s'est passé au Japon, ce qui s'est passé... Voilà, elle a une très, très grande culture. Et quand on parle d'art pictural, donc de peinture, fatalement, on parle de couleurs et de technique, et voilà, que ça va être à l'huile, que ça va être à l'aquarelle, tout ça. Donc, elle, c'est son univers. Elle a une approche du dessin par la lumière, par la couleur, par la texture. Et moi, pour moi, le dessin, c'est quelque chose qui est là pour raconter. Donc, fatalement, à un moment donné, si on s'est trouvé à la vie, on s'est aussi trouvé, je veux dire, au travail. Voilà, et on se complète, en fait. Et puis, il y a aussi autre chose qui est important, c'est que si nous, tous les deux, nous dansons du même pas quand nous faisons de la bande dessinée, c'est parce que nous avons aussi une culture à peu près commune. On n'a pas exactement les mêmes goûts, mais on va dire à 80%, nous aimons à peu près la même chose. Voilà, donc fatalement, on se retrouve. Quand il faut raconter une histoire, quand il faut décrire des ambiances, on se comprend. Ouais, et ça, c'est important. Oui, souvent, on me demande alors, qu'est-ce que le dessinateur vous donne comme indication? Souvent, je réponds bah, rien, malheureusement. Il me dit fais ce que tu veux. Parce qu'en fait, quand il dessine de cet angle-là ou de cette façon-là, ce personnage, je sais que quelque part, il attend une ambiance colorée comme ça ou une dramatique plutôt comme si. Enfin, en fait, depuis tant d'années où on travaille ensemble et avec autant de références culturelles communes, en fait, on n'a plus vraiment besoin de trop se parler, quoi, hein. On va faire des petits réglages, des ajustements, mais au service de l'histoire. Après, on amène chacun notre part. Et sur UCC Dolores, d'ailleurs, moi, j'interviens sur le dessin aussi. On est vraiment à quatre mains sur UCC Dolores. C'est un travail qui est très différent de ce qu'on a pu faire sur l'Enfeust, où moi, j'étais que dans la partie couleur, même si je retouchais un peu le dessin, j'étais surtout
surtout sur les couleurs, alors que dans UCC Dolores, j'interviens aussi sur le scénario, un peu sur le dessin, sur les décors, sur des reprises d'anatomie, des choses comme ça, des réajustements, et puis sur les couleurs, quoi. En fait, il existe plusieurs styles, plusieurs types de dessinateurs par rapport à leurs coloristes. Enfin, on va dire, par exemple, il y a des dessinateurs comme Philippe Franck, le dessinateur de Largo Winch, qui lui est quelqu'un qui a une vision mais précise, mais c'est à la molécule près, quoi. C'est vraiment lui, il doit maîtriser parfaitement son album. Donc les coloristes qui doivent travailler avec lui savent que quand ils vont lui soumettre leur travail et que Philippe Franck va voir les couleurs, il est capable de dire là, sur cette image, je veux 3% de jaune en plus dans tes couleurs. Il est capable de dire ça. Et je n'exagère rien. Il le dit lui-même. Moi, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que je vais expliquer, encore une fois, je raconte une histoire. Alors, je ne dis pas que Philippe Franck aborde ça d'une mauvaise manière. C'est sa manière de le faire et ça lui a plutôt réussi. Voilà. Moi, c'est plutôt, je raconte une histoire, donc je suis là et si Lise est là, me dit, je fais quoi comme couleur? Là, par exemple, en ce moment, ça se passe dans une forêt. Je dis, ben voilà, c'est dans une forêt. Elle m'a dit, ben, on a déjà été dans cet endroit-là. Non, 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 mais là-dessus, tu peux faire ce que tu veux. Je lui fais confiance et j'aime bien être surpris aussi. Évidemment, la surprise, ça veut dire qu'on peut avoir une mauvaise ou une bonne surprise. Mais quand on choisit d'avoir un collaborateur ou une collaboratrice, quelqu'un avec qui, voilà, et que cette personne-là reste, après autant d'années, c'est qu'on a plutôt eu des bonnes surprises et qu'on se comprend. Donc là, par exemple, sur le dernier UCC Le Dorès, celui qui est en chantier, elle m'a montré une page hier, je ne la voyais pas du tout comme ça, mais en fait, j'ai eu devant mes yeux quelque chose de mieux que ce que j'imaginais. Alors, je ne vais pas m'en priver. Et si je lui dis, je veux ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça, elle va se retrouver bridée, coincée, parce qu'elle va vouloir respecter ma vision. Mais d'un autre côté, si je lui dis fais ce que tu veux, elle va s'investir et fatalement, elle va vouloir donner le meilleur d'elle-même. Donc, quelque part, la BD est gagnante. Voilà. Si j'ai quelqu'un qui est juste là pour appliquer les couleurs comme je le veux, autant le faire moi. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est quelqu'un qui s'investisse, c'est quelqu'un qui va amener sa sensibilité, quelque chose qui va aller au-delà même de ce que j'imagine. Mais évidemment, qui ira toujours dans le sens de ce que doit raconter l'histoire, parce que le nord magnétique que nous devons tous respecter, scénaristes, dessinateurs, coloristes, mais éditeurs aussi, c'est que nous devons respecter une histoire et aller tous dans la même direction pour que l'album soit très cohérent. Il y a une vingtaine d'années, presque une trentaine d'années, il y a un événement qui va arriver, qui va faire en sorte que cette carrière-là va devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui. On parle bien sûr de l'Enfeuse, puis on parle aussi de l'arrivée de Christophe Arleston dans votre vie. Comment c'est arrivé, ce moment où vous avez été entraîné dans cet univers-là de l'Enfeuse? Alors, il faut placer d'abord le contexte. À l'époque, il y a Soleil Productions, qui est une maison d'édition qui est basée à Toulon, dans le sud de la France, dont le patron est Mourad Boudjelal. C'est une maison d'édition qui est toute jeune, toute nouvelle. Elle a commencé fin des années 80. Moi, j'avais déjà sorti un album en 89 qui n'a pas marché, et puis d'autres albums après qui n'ont pas marché non plus. Et donc, on était, on était tous en train d'essayer de tomber des albums, de faire des albums, mais rien ne marchait vraiment, vraiment. Et en fait, il s'avère que Arleston est dans le sud de la France, je suis dans le sud de la France, il est scénariste, je suis dessinateur, ce que je dessinais ne marchait pas. Et à un moment donné, Mourad, il a dit, mais vous vous connaissez, pourquoi vous ne travaillez pas ensemble? Essayez de faire quelque chose ensemble. Soyons honnêtes, j'y avais jamais pensé. Pourtant, je voyais régulièrement Arleston en festival. De temps en temps, dans le sud de la France, on se faisait un resto. Mais je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est peut-être que je suis quelqu'un qui est peut-être trop dans mon coin. C'est possible. Voilà. Enfin, toujours est-il que donc, j'ai été le voir et il m'a proposé à l'époque 2 scénarios
qui étaient dans ces tiroirs. Il y en avait un c'était de la science-fiction et un autre, un d'heroic fantasy. Il me racontait évidemment les deux histoires, les principes. Autant j'avais accroché sur l'histoire de science-fiction, autant sur celle d'heroic fantasy, non. Son histoire de forgeron avec son épée magique, je trouvais ça bof, quoi. C'était très, c'est pas là-dessus que je voulais aller. J'étais beaucoup plus branché par l'histoire de science-fiction. Il s'avère qu'évidemment, celle d'heroic fantasy, c'était l'Enfeust. Le premier talent d'un scénariste, c'est déjà de se dire que son histoire pourrait être mise en scène par tel dessinateur plutôt que tel dessinateur. Il a vu ça chez moi et il s'est dit, mais je pense que je te verrai mieux sur celle d'Heroic Fantasy, qui à l'époque ne s'appelait pas l'Enfeust de Troie, mais s'appelait Le Monde de Troie. Moi, vu qu'à l'époque, tout ce que je dessinais ne marchait pas, j'ai pas cherché à être j'ai pas cherché à voilà, contester sa vision. J'étais déjà bien content d'avoir encore un scénario devant moi et la chance de pouvoir peut-être faire encore un album, parce que clairement, j'avais bien compris que j'allais pas continuer éternellement à pouvoir faire de la bande dessinée si ça marchait pas. Donc, j'ai commencé à faire 3 pages de ce nouveau projet, sur lequel je n'y croyais pas plus que ça. Mais par contre, ce qui a été très étonnant pour moi, c'est que si l'histoire, tout ça, quand il me l'a raconté, ne m'a pas plus fait vibrer que ça, par contre, quand je l'ai dessiné, il s'est passé quelque chose de magique. C'est que dès que j'ai dessiné l'Enfeust, dès que j'ai dessiné Sixi, dès que j'ai dessiné tous ces personnages-là, j'avais l'impression de les connaître depuis longtemps. Il y a une vraie rencontre qui peut se passer entre ces personnages de papier et les auteurs. Et ça a été, curieusement, extrêmement facile. C'est comme si, tout d'un coup, ce qu'il avait écrit m'allait comme un gant. Et j'avais l'impression que, à la limite, ça aurait pu être écrit par moi. Moi qui n'avais aucun talent de scénariste au départ. Donc, j'ai trouvé ça très facile. J'ai trouvé ça amusant. Je me suis senti tout de suite à l'aise. Et puis, ben voilà, on a décidé de faire cet album comme ça et de s'amuser, de faire ça presque que pour nous, en fait. Et on l'a fait avec une désinvolture et un détachement. On n'a pas pensé au public vraiment, on a fait ça pour nous. Et je pense que ça nous a permis d'être peut-être plus sincères dans notre approche, dans la manière d'aborder cet univers. Et ça a peut-être amené une fraîcheur. Et c'est peut-être, ça fait beaucoup de peut-être, hein, et c'est peut-être ça qui a plu au lecteur à l'époque. Voilà, ça s'est fait comme ça, assez naturellement. Pourquoi? Parce qu'il est scénariste, parce que je suis dessinateur, parce qu'on est dans la même région. Voilà, naturellement, en fait. S'il avait été sur Paris et moi dans le sud de la France, peut-être qu'on n'aurait jamais travaillé ensemble. Il y avait une proximité. Et là, à un moment donné, tous les deux, vous allez vous rencontrer. Si je ne me trompe pas, c'était dans un festival de bande dessinée, comme on disait tout à l'heure. Vous êtes devenus un couple avant de devenir des co-travailleurs, on va dire ça comme ça. Ça a été quoi l'élément déclencheur entre vous deux pour vraiment dire OK, on se lance tous les deux dans le même projet? Parce que tantôt, ça que vous disiez, là on monte une famille, on travaille chacun de notre côté, mais qu'est-ce qui va déclencher l'idée de dire ça serait peut-être bien qu'on travaille ensemble parce que je pense que en fait, déjà, tout à l'heure, on parlait de Harleston. Je vais revenir sur ça pour... J'ai rencontré d'autres scénaristes après, mais Harleston, quand je l'ai rencontré, même si on est très différents et qu'on n'est pas... alors, c'est ça qui est fou, c'est que quand 2 auteurs travaillent ensemble et qu'ils ont du succès, on pense qu'ils sont amis. C'est possible, mais moi, avec Harleston, on a un profond respect, mais c'est pas de l'amitié, on a du respect. Mais, par contre, on se comprend. Il y a quand même, voilà, on est compatible. Et je pense que c'est important, cette compatibilité. Il faut, voilà. Et avec Lise, il y a une compatibilité, on va dire, au niveau des sentiments, au niveau, voilà, de notre manière de voir les choses, la vie. Mais c'est des choses après qui se ressentent. On rencontre des gens, il y a des gens avec qui le courant passe et des gens avec qui le courant ne passe pas. Il vaut mieux, je pense que c'est plus facile d'avoir ça. Après, on a pris le temps aussi. Ça fait maintenant
une bonne vingtaine d'années que nous vivons ensemble. Voilà, et on a pris, j'ai envie de dire, le plus gros risque qu'on ait pris dans notre vie, c'est pas de faire de la bande dessinée. Le plus gros risque qu'on a pris dans notre vie, c'est de faire des enfants. Donc voilà, donc il faut bien relativiser tout ça. Euh, Après, c'est simple. Je l'ai observé pendant des années mettre des couleurs sur d'autres bandes dessinées. Je l'ai observé, j'ai regardé comment elle se comportait avec les dessinateurs. J'ai regardé à quel point il y avait un vrai dialogue. Elle m'a vu, moi, dessiner. Elle a vu mon attention sur la mise en scène, tout ça. Et puis on se parle. Voilà, on vit ensemble, on se parle. On est plutôt bavard en plus. Voilà, quand on voit un film, moi je vais dire waouh, c'est super, t'as vu les plans qu'il y a, et puis elle, waouh, les couleurs. Et finalement, à un moment donné, on se dit mais pourquoi pas, voilà. Et puis, Et il y a quand même un truc aussi qu'on oublie, mais c'est que ça n'a pas été directement sur l'Enfest. En fait, on a commencé à collaborer déjà un petit peu avant, de temps en temps, sur les gnomes. oui, c'est Parce vrai. que moi, je mettais en couleur les gnomes dans le magazine qui s'appelait l'Enfest Mag et qui publiait deux, trois, quatre des fois planches de gnomes et Par mois. par mois, qui étaient ensuite, quand il y avait un nombre suffisant, reliés pour faire un livre et vendu pour un tome 1, tome 2, tome 3. Donc, on collaborait quand même sur quelques pages un petit peu. C'était épisodique. Voilà, c'était épisodique, mais bon, c'était sympa. Oui, et puis après, alors évidemment, il y a toujours la question de mais si jamais à un moment donné ça clash, parce que ça clash, même avec Arleston, ça clash. À partir du moment où on est un couple, dans la création, dans la production d'un album de BD, même avec un éditeur, il y a toujours des moments où il y a une friction. Et c'est normal. Et j'ai presque envie de dire, s'il n'y en avait pas, ça veut dire qu'il y en a un, c'est un yes man, quoi. Ça veut dire qu'il fait que suivre. C'est pas intéressant. Après, mais donc quand on voit à un moment donné qu'il y a une friction et qu'on voit que très vite la solution est trouvée par le dialogue, alors finalement, on risque quoi? Pas grand-chose. On trouvera toujours une solution. Euh, et surtout quand on se rend compte qu'à chaque fois qu'on cherche une solution, c'est une solution qui est trouvée quand les deux personnes mettent leur ego de côté. Là, j'ai envie de dire, il n'y a aucun risque. On peut y aller. Donc, vouloir faire UCC Dolores ensemble, se lancer dans ce projet, ben, il y a un côté excitant. C'est quelque chose de nouveau. On a besoin de faire des choses un peu nouvelles parce que j'ai beau aimer faire l'Enfeust, j'ai beau avoir eu du succès avec l'Enfeust, ne faire que ça, c'est pas possible pour moi. Donc, ouvrir un peu de nouveaux horizons, une nouvelle manière d'aborder le dessin, même si ça reste du Tarquin, bien sûr. Travailler avec d'autres personnes, ça veut dire chez un autre éditeur, parce que c'est aussi une manière de voir comment on peut travailler différemment. C'est toujours intéressant. Et puis, on peut dire aussi les choses. C'est aussi une manière aussi de faire un peu monter les enchères, parce qu'il y a aussi une précarité dans ce métier et il faut savoir aussi négocier. C'est pas tout de savoir dessiner, de mettre en scène, mais nous sommes des artistes, mais nous sommes aussi des gens qui nous avons aussi un estomac et un frigo qu'il faut remplir. Donc voilà. Donc il y a aussi ça. Et puis c'est ça. Et puis aussi, ce qui était bien avec UCC Dolores, c'est qu'on a un vaisseau. Avec un vaisseau, on peut aller de planète en planète. On peut donc visiter des univers différents. Et ça veut dire pour moi dessiner des choses différentes et pour elle mettre des couleurs différentes. Donc en gros, à deux, nous avons fabriqué un énorme coffre à jouer et depuis, nous jouons. Voilà. C'est ça qui nous donne envie de continuer. Et on s'interdit rien et on s'amuse beaucoup. Voilà. Et ça ne s'arrête pas là. Nous avons d'autres envies sur d'autres types de projets où les choses seront faites autrement. Ce sera quelque chose qui sera peut-être moins du Tarquin Didier, mais peut-être plus du Tarquin Lise. On a d'autres trucs, et on aura certainement l'occasion d'en parler dans une autre interview. Bien sûr. Donc voilà. Mais on n'aura jamais assez d'une vie pour faire tout ça et on a envie de faire beaucoup d'autres choses ensemble. D'ailleurs, ça m'amène à ce point. Est-ce que, d'une certaine façon, la vie de famille vous a permis de faciliter votre vie professionnelle?
Bah, je pense, je sais pas, ça, je sais pas, parce C'est que dur de répondre je à sais cette pas, parce que question. ça peut être la pire et la meilleure des choses. Ouais, Ouais. c'est à la fois oui, à la fois non. En fait, c'est très difficile de. En plus, on travaille maintenant depuis quelques années sur le même lieu où on vit. On travaille à la maison. Avant, on avait au moins le trajet qui séparait les choses. Là, aujourd'hui, il n'y a même pas ça. Et c'est vrai que c'est très difficile parce que comme c'est des métiers passion et puis ben on le sait, nous on est passionnés, on ne fait pas les choses à moitié quand on aime les faire. Et c'est très difficile des fois de savoir s'arrêter, de mettre des barrières. Mais en même temps, c'est vrai que c'est très pratique parce que comme on en est l'un et l'autre très proches, dès qu'on a besoin de l'un de l'autre, on l'a sous la main. Bah, ça fait avancer plus vite, c'est très confortable, ça fait aussi rebondir sur une idée en deux-deux, alors que quand on est à distance, il faut se téléphoner ou s'écrire un mail. Enfin bon, là, c'est très pratique, c'est-à-dire que même si on est en train de manger le soir, on se dit, ah, mais en fait, on pourrait faire ça. Et d'ailleurs, notre repas hier soir était constellé Oui, de remarques sur les pages, les on a parlé couleurs, couleurs, oui. qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le prochain cycle en fait. On a déjà des idées. Donc en fait, voilà. Et au milieu, il y avait ma fille qui était là. Bon, et moi aujourd'hui, Mais ça peut être l'inverse aussi. ça peut être complètement l'inverse Ça aussi. peut être aussi le moment où on est en train de travailler et puis à ce moment-là, on dit bon, ben, si on prenait, ce serait peut-être le moment de prendre des billets d'avion parce que si on veut partir en vacances, des fois la vie s'invite dans le travail s'invite dans la vie. Mais on arrive quand même à séparer un petit peu les deux pour que la vie soit quand même un peu plus la vie et le travail soit un peu plus de travail. Et ça, c'est la maturité. Et puis, j'ai envie de dire que ça, c'est nos filles. Nous avons deux filles. C'est nos filles qui nous apprennent ça, qui nous apprennent qu'à un moment donné, le travail, c'est bien aussi quand ça s'arrête. Et voilà, comme c'est bien aussi quand les vacances s'arrêtent aussi. Voilà. Mais on a trouvé un équilibre. Voilà. Après, c'est ses points forts et points faibles à la Après, fois. voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours où on en a marre, il y a des jours c'est moi qui en ai marre, il y a des jours où, voilà, mais c'est la vie et finalement, au bout du compte, quand on nous pose la question, parce que on passe pour des tarés du travail, on dit mais vous travaillez tout le temps, mais Ben, c'est vrai. moi non, je travaille pas, je crée. Donc voilà, j'ai jamais travaillé, moi, je ne fais que créer. Ouais, mais enfin, pour Voilà. créer, il faut quand même se nourrir. Puis se Ah nourrir, c'est oui, aussi faire autre chose que d'être derrière son bureau en train de dessiner. oui, oui, c'est C'est sûr, mais aussi aller se promener, c'est aussi voyager, c'est clair. c'est aussi tout ça. Mais Non, c'est vrai que on, c'est pas évident, hein, c'est un vaste sujet, cette question. Non, mais ça va, ça va. Euh, Et puis, on te dit ça aujourd'hui, et peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, on ne voudra plus du tout travailler ensemble, parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas, il y en a un de nous deux qui aura pris une autre direction et qui dit, ben moi, voilà, maintenant, j'ai envie de me mettre, je ne sais pas, je veux travailler, je veux réaliser un film, et puis elle, dans ce moment-là, elle dit, mais moi, je veux faire de l'illustration. On ne sait pas de quoi la vie sera faite. Bon, je pense qu'on continuera à faire de la bande dessinée parce que c'est pas parti pour s'arrêter. Mais voilà, je pense qu'après, faut faire les choses comme on le sent. Et je pense que ce qui est le plus important, c'est d'être sincère et d'être honnête avec soi-même et avec l'autre. Partant de ce principe, le reste coule de source. Lise, quand on arrive devant une planche, on va chercher où ces inspirations pour le choix des couleurs? Elle fait que copier. c'est vrai que je m'inspire beaucoup des grands peintres. Il y a des planches entières qui ont été inspirées par des tableaux de Klimt ou des tableaux de Monet. Avec les ambiances colorées. Et c'est quand même les grands maîtres de l'étude de la lumière et de la couleur au fil du temps qui s'écoule dans une journée. Donc pour moi, c'est juste passionnant. Donc forcément, je m'inspire beaucoup. Je vais m'inspirer aussi beaucoup des films. Des fois, je fais des arrêts sur image, de tout ce qui est aussi dessin animé, jeux vidéo, parce qu'il y a des gens qui se sont posés des questions aussi sur comment on fait rentrer la lumière dans le champ. Et du coup, c'est intéressant de voir comment ils y répondent à ces problématiques-là. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une balade dans la nature. J'adore aller me balader et là, regarder comment la lumière est posée sur la feuille, ça paraît un peu fou, mais c'est vrai, franchement, ça m'inspire beaucoup d'aller me promener, même en ville, hein, des promenades dans des. Il faut savoir qu'on vit dans la campagne aixoise, hein, donc on est entouré de nature ici. Ouais, Donc mais voilà. on adore aussi aller se balader dans des grandes villes avec des grands buildings pour voir un peu aussi comment la lumière se pose là-dessus. Mais en fait, c'est tous les jours et tout est inspirant en fait. Après,
comme je te disais un peu tout à l'heure, j'essaye de faire coller les couleurs à l'univers que je dois mettre en couleur, que je dois développer. Et je m'en inspire avec ce qui m'entoure, clairement, mais aussi j'essaye de coller aux traits du dessinateur, j'essaye de dire, bah, s'il lui arrivait ça à l'héroïne, dans ce contexte-là, ben, on serait plutôt dans cette ambiance-là, en fait. Et c'est ça que j'essaye de faire. Et après chaque album, j'essaye de me challenger en me disant, bon, ben là, sur cet album-là, je vais essayer de m'obliger à changer toutes les sources de lumière. Elles seront pas classiques, c'est le soleil en haut qui tape au-dessus de nos têtes. Non, non, non. Je vais faire des lumières qui vont être rasantes, des lumières qui vont être par en dessous. Je me challenge sur des choses comme ça. D'autres fois, ça va être sur, je vais me forcer à faire des ambiances colorées que je n'ai pas l'habitude de faire pour essayer de me challenger pour que chaque album soit un peu différent et que ça m'apprenne quelque chose, en fait. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'aborde au départ. Et puis après, bah, souvent, quand on rentre dans l'histoire et on est à la 20e page du bouquin, un peu plus que la moitié, bah, en fait, on est porté, on a déjà tout dans la tête. Donc, en fait, c'est assez, chez moi, c'est assez instinctif. Je vais plus trop réfléchir à arriver à ce moment-là parce que je l'ai pensé en amont. Voilà. Moi, je vais répondre à ta question de manière plus générale. Quand on est face à une planche, tes couleurs, comment est-ce que tu les abordes? Je vais mettre ça de manière plus générale. Je vais dire, face à une page, que ce soit le dessin ou que ce soit les couleurs ou même le scénario, souvent, quand le lecteur, le néophyte, tout ça se dit, mais voilà, je suis face à quelque chose de blanc, je peux tout faire, mais on ne sait pas par quel bout le prendre. Je peux tout faire, mais alors pourquoi je vais faire ça plutôt que ça? Il y a un côté un peu vertigineux là-dedans. On est dans un brouillard total, mais en fin de compte, pas du tout. C'est même, en fait, on a très peu de possibilités. Il faut savoir ça. Quand on aborde une histoire, on a très peu de possibilités. Parce que ce qui va définir ce couloir dans lequel on doit être, et on ne doit pas dépasser de ça, on n'a pas tant de liberté que ça, c'est la logique. Il faut toujours être logique. Je donne un exemple. Si je dois, par exemple, là, sur UCC Dolores, nous travaillons sur une planète qui a été ravagée, qui a été par des gens, c'est une planète qui est devenue désertique, donc de la pollution, tout ça. Donc moi, je vais travailler sur quelque chose de minéral. Donc déjà, voilà, ça va être un endroit minéral, il va y avoir des gens qui sont dessus, les machines vont être différentes, je vais penser à ça selon une logique. Et Lise, elle, va mettre des couleurs selon la logique de l'histoire. Elle ne pourra pas faire n'importe quoi. Elle aura quand même de la liberté, mais une liberté sur des choses qui ne pourront être que par rapport à l'histoire. Et il faut une cohérence, une logique. Je prends souvent cet exemple, l'exemple du dragon. Je dois dessiner un dragon. Alors, imaginons déjà, si tout d'un coup dans le scénario, j'ai une scène qui se passe dans un endroit froid, très froid, et j'ai un dragon des glaces. Si toi, je te dis un dragon des glaces, tu vas l'imaginer très différemment d'un dragon qui vit dans les entrailles d'un volcan. Parce que déjà, dans ta tête, il y a une logique. Et même si toi, tu le dessinerais d'une manière différente de moi, nous serons tous les deux dans la même logique. Parce qu'on ne peut pas dessiner un dragon qui vit dans le froid de la même manière qu'un dragon qui vit dans le chaud. Autre chose, ce dragon a des ailes, il doit voler. Donc un dragon, il y a un côté reptilien, donc on va aller chercher du côté du lézard. Voilà, bon, un lézard, c'est comme ça. Mais il va voler, donc on va lui mettre quelque chose qui ressemble un petit peu qui peut coller un petit peu à cette anatomie. Donc, on va aller vers des ailes de chauve-souris et il faut qu'elles soient suffisamment grandes pour pouvoir le porter. Si je mets, par exemple, un dragon de Komodo avec des ailes de poulet, personne n'y croira. Mais par contre, si je mets un joli lézard avec des grandes ailes de chauve-souris, si je lui mets des pattes arrière un peu plus longues pour qu'il puisse sauter et prendre son envol, ça devient cohérent. Et après, la couleur. Si, par exemple, on décide de faire imaginons un dragon qui vit dans des forêts amazoniennes. Lise, peut-être, va se dire, je vais penser un peu à des oiseaux de paradis. Et je vais peut-être lui mettre des couleurs très vives, comme on trouve certaines grenouilles avec des couleurs très fortes, voilà. Ou alors, si évidemment... Ça amène un côté dangereux aussi. Voilà. Et la grenouille très colorée est une grenouille souvent voilà. dangereuse. Et si on est, par contre, dans un dragon des glaces, peut-être qu'on va lui mettre de la fourrure, et Lise va le faire fatalement blanc.
parce que c'est ce que ça évoque pour nous. Et puis, dans la nature, on a besoin d'être mimétique dans son Voilà. écosystème pour se protéger, se cacher. Donc voilà, un dragon peut être tout et n'importe quoi, mais il peut être tout, sauf n'importe quoi plutôt, par rapport à la logique de l'histoire. Aussi bien par rapport au dessin que par rapport à la couleur. Mais je peux aller encore plus loin avec le dragon. Il a une histoire, ce dragon. Et si à un moment donné, il faut lui mettre une selle, eh ben, il faut que cette selle, elle puisse tenir sur lui avec quelqu'un. Voilà. Est-ce que la personne a besoin de porter des sacoches? Il faut penser à tout ça. Alors, je ne suis pas, on va dire, quelqu'un qui est un biologiste, quelqu'un qui est spécialiste du lézard. Ça, évidemment, je fais ça avec mon imagination. Mais quand je dessine, il y a quelque chose en moi qui doit dire, il faut que ça ait l'air cohérent, parce que si ce n'est pas cohérent, je n'y croirai pas, le lecteur n'y croira pas, et s'il n'y croit pas, il ne rentrera jamais dans cette histoire. En fait, c'est ça. Ouais, mais rendre les choses crédibles. Mais ce qui est vrai pour un dragon, c'est aussi vrai pour la végétation. Si je dis une végétation méditerranéenne, c'est certainement pas la même végétation qu'une végétation québécoise. Vos saisons ne sont pas les mêmes que les nôtres. Elles n'ont pas les mêmes couleurs que les nôtres. Mais l'architecture va avec. Donc là, maintenant, je viens de parler des animaux, je viens de parler de la végétation, je viens de parler de l'architecture, et à chaque fois, je dois être sur cette logique. Donc finalement, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc pour revenir à ta question, face à ta planche, quel type de couleur tu peux mettre? C'est quoi ton inspiration? Il y a ce qui lui plaît, la peinture, ces choses-là, Monet, comme elle le disait, les dessins animés, Miyazaki, tout ça. Mais en même temps, il y a toujours ce nord magnétique. Qu'est-ce qu'on raconte? Voilà. Et on ne peut pas faire n'importe quoi avec ça. Il faut rester cohérent. Même si on fait quelque chose qui n'existe pas, il faut que ça ait l'air d'exister. Et puis, je finirai avec ça, c'est que notre imagination, on a beau essayer d'inventer des choses extraordinaires, merveilleuses, folles, entre guillemets, jamais vues, ce qui est impossible, on ne pourra jamais, même en sniffant toute la cocaïne de la planète, on ne pourra jamais imaginer quelque chose d'aussi efficace que la nature qui, elle, a des millions d'années d'évolution pour arriver à l'efficacité. On ne pourra jamais rivaliser avec ça. La nature a tout inventé et elle a inventé des choses qui marchent. Ouais. Et d'ailleurs, pour être honnête, on n'est même pas capable d'inventer quelque chose qu'on n'a pas vu, c'est vrai. Qui n'est pas connu de nous. Oui. En fait. Donc, on s'amuse en fait à faire des recettes différentes avec les éléments qui nous entourent. On se nourrit de tout ça, mais ça reste quand même que ce qu'on connaît et qui est sous nos yeux. C'est le processus de création, c'est ça. Et là-dessus, en fait, on fait notre marché, hein, c'est comme de la cuisine. On va aller prendre des ingrédients qui existent, on va les mettre ensemble. Qu'est-ce qui va faire après la singularité? Qu'est-ce qui va faire finalement que quand moi je dessine un dragon et que je vais mettre un lézard avec des ailes de chauve-souris, que ça va être tout d'un coup un dragon fabuleux? Qu'est-ce qui fait que le mien va être différent de celui de, je sais pas moi, d'un autre dessinateur? C'est juste notre personnalité. Voilà. C'est là où il va y avoir une singularité. Voilà. Finalement, quelque part, l'Enfeuste de Troyes, c'est Arleston et Tarquin de Troyes, pour ce qui est là, et puis les coloristes qui ont amené leur pierre à l'édifice, bien sûr. Mais c'est ça, en fait, parce que l'Enfeuste de Troyes, évidemment, scénarisé par un autre scénariste, un autre dessinateur et un autre coloriste, ça aurait donné autre chose, mais même avec la même histoire, avec le même monde. Et là, je vois la raison pourquoi ça n'a pas dû être très difficile pour Didier de faire la transition entre faire du dessin et écrire sa propre bande dessinée, parce que UCC Dolores, c'est un partenariat entre vous deux pour l'écriture. C'était votre première expérience en écriture? Non, Didier était déjà scénariste sur d'autres projets. Alors, j'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire que j'avais déjà écrit avant, mais pas avec ce souci En fait, avant, j'avais surtout écrit pour des gens. Voilà. Lui, il a besoin d'un scénario, on va s'amuser. C'était l'envie de partager. Et là, il y avait quelque chose de plus. Je ne sais pas, j'avais envie de prouver peut-être quelque chose. J'avais envie de. Le truc, c'était vraiment pour sortir de l'Enfeuste et puis pour essayer de. Il y a une forme d'exploration. Voilà. Et puis. Au départ, honnêtement, c'était mon histoire. Au départ, c'était que moi. Et puis, Lise s'est invitée bien avant, évidemment, qu'il y ait les premières pages.
Lise s'est invitée dans la création, dans l'élaboration de ce projet, parce que d'abord, elle a été témoin de mes réflexions. Et puis, moi, j'en parle, et puis elle réagit. Et puis, elle va réagir en donnant des idées. Et puis, moi, tout d'un coup, je me dis, mais attends, ces idées elles sont pas mal, en plus, voilà. Donc, finalement, on est compatible au niveau du visuel, scénario, enfin, dessin, couleur, mais on est aussi compatible au niveau des idées. Alors, évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a des idées par rapport, parce que c'est l'histoire d'une fille, d'une femme, de C.C. Dolores, on a l'histoire de Moni. Mon expérience en tant que femme est très limitée, mais elle peut dire vraiment ce que c'est qu'une femme. Et voilà, une mère, voilà. Des fois, elle me dit non, elle peut pas, ça, ça c'est la vision d'un mec. Donc, du coup, bon, ok, d'accord. Et je comprends, elle m'explique. Donc, ça, c'est bien. Et puis, après, elle a aussi des idées dans l'histoire, des idées de coloriste. Alors, c'est quoi les idées de coloriste? Ça, c'est intéressant. Il y a un léger côté un peu militant dans ce que je vais dire, parce que je trouve que les coloristes sont extrêmement, extrêmement mal considérés. C'est un combat que je mène depuis quelques années, depuis le début, en fait, pour leur considération. Bon, mais en fait, le truc, c'est que souvent, un scénariste va demander à un dessinateur, voilà, je vais t'écrire une histoire, qu'est-ce que tu as envie de dessiner? Ça, on le comprend. Le gars, il va dire, moi, je veux dessiner les cow-boys. D'accord, je vais te faire un western. Ok, super. Mais je veux aussi des Indiens. Bon, d'accord, je vais faire tel type de western. Ou alors, non, je veux de la neige. Ah, je vais te faire un western trappeur. Voilà. Et le scénariste, s'il a envie de faire un beau bouquin avec un dessinateur qui lui plaît, il va lui faire un scénario avec ce que le dessinateur veut dessiner. Pourquoi ça ne marcherait pas avec un coloriste? Pourquoi un coloriste n'a pas des idées, des envies? Ça donne quoi? Ça donne sur la première saga de UCC Dolores, les 3 premiers albums. On discute de choses et d'autres, tout ça. Et puis oui, j'ai très envie, on va faire ci, on va faire ça, telle planète, tel personnage, telle péripétie. Et puis tout d'un coup, elle, ah ouais, ah putain, j'aimerais trop mettre en couleur, elle parle de couleur, une forêt à la Avatar. Avec de la bioluminescence. Avec des bioluminescences. Avec, ça c'est... avec des créatures. Il n'y a qu'un coloriste qui peut penser à ça. Dans le lointain. Et là, moi, tout d'un coup, je réfléchis, et du coup, j'ai plus une forêt, j'ai plus une histoire qui se passe dans une forêt, et j'ai une histoire qui se passe dans cette forêt. Juste parce qu'elle m'a dit, je veux ce type de forêt, ce type de couleur. Et là, du coup, fatalement, ça va avoir une influence. Ah oui, on pourrait faire ça, et puis comme ci, et puis tel type de... Et puis sur cet écosystème, il pourrait y avoir ce type d'animal, et machin, il pourrait se passer ça, comme ça, et voilà. Et là, ça oriente l'histoire. Il faut savoir aussi une chose, c'est que sur UCC Dolores, nous assumons l'un comme l'autre le fait que ce soit totalement influencé par toute la culture pop. On a du Star Wars, du Star Trek, du Mad Max, du Avatar, du Wolverine, tout ça. On l'assume. Et en plus, ça plaît. Je pense que ce qui plaît, c'est qu'on l'assume et les gens se disent, ouais, ok. En fait, comme on le disait tout à l'heure, ils ont un coffre à jouer, ils s'amusent. On en fait un langage, en fait. Voilà. Parce que comme ils ont cette culture, eux aussi, on peut se parler sur le même diapason. Et si on fait ça, on sait qu'on fait référence à ça et tout le monde comprend du coup. Sans que forcément on ait à le dire, à le verbaliser, voilà. À faire un texte dans une bulle pour ça. Voilà, et c'est aussi une façon de rendre hommage à tous ces films et à tous ces talentueux artistes, en fait, qui nous ont inspirés, qui nous nourrissent encore aujourd'hui. Oui, puis on s'en fout. On en a un côté décomplexé. Souvent, les artistes, par rapport à leur ego, j'ai fait quelque chose, mais voilà, il n'y a que moi qui ai fait ça. Ah non, je n'ai pas copié. Nous, c'est l'inverse. Nous, c'est... Ah, mais Torque, le robot qui est dans les 3 premiers albums, là, il a des griffes, c'est Wolverine. Mais bien sûr que c'est Wolverine. Ah ouais, pourquoi? Parce que c'est cool. Et alors, du coup, oui, c'est vrai, c'est cool. Oui. Et voilà. Et puis après, on me dit, ouais, mais le vaisseau UCC Dolores, il a une tête de mort, ça serait pas un peu comme dans Albator? Exactement. Pourquoi? Parce que j'aime ça. Ah bon? Et Moni, elle a un bras en moins qui balance des décharges, des blasts. C'est pas comme dans Cobra, mais bien sûr que c'est comme dans Cobra. Bien sûr. Mais ça fait penser un peu à Mad Max. Pourquoi un peu? Ça fait beaucoup penser à Mad Max.
Et en fait, on assume. En fait, C'est des clins d'œil. UCC Dolores, c'est un parc d'attractions. Voilà, et on va monter sur le manège Mad Max, le manège Avatar, et on va s'amuser, et voilà. Et ça n'empêche pas après qu'il y a des messages quand même. On en a aussi quelque part, parce qu'on est des citoyens, on a des choses aussi qu'on a envie de dire. Mais après, c'est pas forcément quelque chose qu'on veut mettre vraiment complètement en avant, mais on est obligé à un moment donné de mettre un peu de soi dedans. Mais oui, c'est tout ça. C'est notre manière de travailler, c'est ça. Mm. Voilà. Et hier, par exemple, je finis avec ça. Elle me dit, voilà, tu vois, j'ai fait cette page-là en couleur, j'ai cherché des références. Tiens, regarde, c'est intéressant. Tu vois, toi, tu as fait des libellules géantes, les personnages sont dessus. Et voilà. Regarde, là, j'ai une image avec des choses, des animaux qui sont avec comme des armures. Tu pourrais peut-être mettre ça dessus et tout. Et je dis, ah ouais, Un c'est peu comme une chouette. carapace de scarabée. C'est chouette. Et donc, essayer de faire une armure sur les. Et puis voilà. Et en fait, on est comme dans un magasin de jouets. Et voilà. Et c'est encore une fois, on revient toujours à ce côté un peu adolescent, un peu enfant. Moi, j'adore tout ce qui est concept art, en fait, créer des univers avec une cohérence autant dans la faune que dans la flore, enfin, ouais, que ça rende crédible l'histoire parce que derrière, en toile de fond, sans que vraiment on s'en rende compte, on peut peut-être le voir à la deuxième lecture d'ailleurs, mais ça amène vraiment quelque chose d'authentique, je trouve. Ça me plaît Ouais. beaucoup. On disait aussi qu'est-ce qui m'inspire? Bah, honnêtement, les documentaires animaliers ou les émissions sur l'espace, les planètes. Bah, je suis fan aussi, hein. Donc, c'est vrai que ça aussi, ça inspire beaucoup. D'avoir les deux personnes d'un couple qui travaillent sur des mêmes projets, est-ce que ça amène une pression supplémentaire pour arriver au produit final? Parce que veut pas, si à un moment donné, les deux, vous travaillez chacun de votre côté sur différents projets, même s'il y a un projet qui ne fonctionne pas, si l'autre fonctionne, il y a quand même quelque chose qui... Ben, bon, les revenus sont quand même là, mais si vous faites les deux le même projet, puis que ce projet ne fonctionne pas, ben ça touche aussi Ça sera ta faute. revenus. Pardon? Ça sera fatalement la faute de Lise. Donc, pour moi, il n'y a aucun problème. Non, en fait, pour répondre honnêtement à ta question, il y a la BD, c'est sûr, mais moi, j'ai un autre métier à côté. Okay. Donc, je bosse aussi, j'ai monté comme une micro-école, une espèce d'atelier où je reçois le public et j'ai une soixantaine d'élèves. À peu près, je sais pas, 200, 250 familles qui gravitent aussi avec les stages. Donc, ça fait beaucoup de monde inscrit à l'année pour les 60, mais aussi beaucoup de stages, etc. Donc, ça me demande beaucoup de travail. C'est quelque chose qui est passionnant pour moi parce que transmettre, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Et les élèves me le rendent au centuple, donc c'est très, très enrichissant. Mais par contre, c'est extrêmement chronophage. Donc, il y a un moment, des fois, arriver à faire les deux métiers en même temps, c'est un peu compliqué. Je suis un peu fatiguée, mais c'est chouette. J'avoue que j'aime bien. Donc, ça me donne une source de revenus en à côté. Donc, parce qu'en fait, honnêtement, un coloriste gagne assez mal sa vie, pour être honnête, hein. Mais pour répondre donc, à ta question sur le fait qu'être sur un projet à deux et si ça ne marche pas, est-ce que ça met une pression? Alors déjà, la première chose, c'est que déjà, il n'y a pas une pression morale, dans le sens où moi, ben, je fais de mon mieux et elle fait de son mieux. Donc, je ne peux pas lui reprocher ça. Je sais qu'elle fait de son mieux, elle sait que je fais de mon mieux. Après, même en faisant de son mieux, c'est comme le vin, il y a des bonnes années, il y a des moins bonnes années, c'est comme ça. Ensuite, on est suffisamment dans ce métier, dans ce milieu depuis longtemps pour savoir que de toute façon, nous sommes dans un métier qui est précaire. Et nous savons aussi qu'il y a des albums magnifiques faits par des auteurs très talentueux, des petits chefs-d'œuvre qui ne marchent pas. Et il y a des albums, je suis désolé de le dire, de merde, qui des fois marchent. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut faire de la merde pour que ça marche, mais on fait. Ça veut dire qu'on ne sait jamais, en fait. Après, il y a aussi autre chose, c'est que qui dit précarité, nous, on est dans le métier depuis longtemps, c'est parce qu'il faut aussi être. Alors, je dis que ça de la bande dessinée, mais j'ai envie de dire ça de toutes les professions libérales, en fait. Il faut être malin, il faut être stratège. C'est-à-dire que nous, là, aujourd'hui, on est en train de faire un UCC Dolores, mais je sais ce qu'on va, on sait ce qu'on va faire l'année prochaine, l'année d'après.
chez tel éditeur, chez tel éditeur. Si ça ne marche pas, on peut retomber sur nos pattes avec. On a toujours en gros un plan B, un plan C, un plan D. Voilà, on peut pas. Je crois que un auteur de bande dessinée pétri de talent n'aurait aucune chance dans ce métier s'il n'est pas un minimum stratège. La bande dessinée, c'est un art, mais c'est aussi un marché. C'est aussi une industrie. C'est des partenaires. On ne travaille pas pour un éditeur, on travaille avec un éditeur. Il faut savoir négocier avec lui. Il faut savoir ensuite savoir que si nous créons, mais aussi nous produisons, il faut produire, il faut avoir une cadence de production. Ça veut dire que quand il y a des jours où on est inspiré, ça va tout seul. Il y a des jours où on n'est pas inspiré, tant pis, il faut tomber de la page. Elle sera peut-être moins bien, mais celle d'après sera bien. Et dans la lecture, ça passera. Donc voilà, tout ça fait que nous sommes deux sur ce projet. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on a un plan B, un plan C. Maintenant, c'est très facile à dire maintenant pour nous parce que, un, l'Enfeust marche, deux, CC Dolores marche. Mais c'est ça le talent. Mais on sait très bien que en général, dans le milieu de la BD, ça reste très, très compliqué pour les auteurs. Ouais. Alors que c'est une industrie florissante en France. Hein. On a beaucoup de chance parce que je pense qu'on a des lecteurs qui nous suivent aussi. Alors, je ne veux pas sortir les merci et les violons pour tout le monde, mais c'est un art, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que la bande dessinée est un art populaire. Art populaire, ça veut dire qu'il n'existe que s'il est consommé. Donc fatalement, quand on parle de bande dessinée, fatalement, quelque part, un petit peu, on est obligé de parler un peu d'argent, même si en France, c'est tabou, et c'est bien dommage. Voilà, mais on a la chance d'avoir des lecteurs qui nous suivent fidèlement. Donc, c'est un plus. Pour nous, voilà, c'est une force. Il faut savoir en profiter, quoi, de cette force. Il ne faut pas la bâcler, il ne faut pas la gâcher. Voilà, donc, non, mais ça marche. C'est quelque chose que Lise m'avait déjà parlé quand on s'était parlé. Justement, vous disiez, la bande dessinée va très bien, mais c'est peut-être son problème parce qu'il y a tellement d'auteurs qu'il n'y en a pas tant que ça qui réussissent à vivre de ce métier-là. La plupart sont pauvres, il faut le savoir. Et la plupart sont pauvres. Il y a des états généraux de la bande dessinée qui ont été faits pour ce qui concerne la BD franco-belge. Il y a quelques années, c'est une enquête, ces états généraux ont été commandés par un syndicat d'auteurs BD. Ouais. Et les chiffres sont effrayants. Et aujourd'hui, ces états généraux datent maintenant, mais la situation n'a fait qu'empirer. La plupart des auteurs vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ouais. Alors, en fait. Voilà, donc ce que je dis, parce que en dédicace, ce que j'explique à mes lecteurs, nos lecteurs des fois, c'est, voilà, vous êtes en dédicace, vous avez d'autres auteurs, il faut savoir que les auteurs que vous voyez là, ils ont beau avoir devant eux une file d'attente pour une des dédicaces des lecteurs, mais pour autant, ils n'ont pas de quoi vivre. Ça fait bizarre. Nous, on a de la chance, on n'est pas dans ce cas-là. L'Enfeust, on s'est retrouvé avec l'Enfeust à bord d'une fusée. Hein. Les ventes ont été colossales et merci. Et aujourd'hui, on continue à surfer sur cette vague qui a l'air on va dire, de continuer à se dérouler, cette vague avec UCC Dolores. Voilà, donc merci. On sait qu'on est privilégié, on le sait. Et d'ailleurs, c'est là où il y a aussi, j'ai envie de dire, on n'en parle pas assez, l'éditeur. L'éditeur, c'est quelqu'un qui est là pour nous accompagner. Alors, chez Soleil, ils ont bien pu vendre parce qu'ils savaient le faire. Et puis, pendant chez Glénat, on a Cédric Hilland, donc, qui nous suit sur UCT Dolores, nous explique vraiment le marché. C'est-à-dire qu'il nous explique l'album, ok, c'est bien, c'est pas bien, il nous sert de recul, mais il nous explique aussi, il nous fait comprendre ce qu'est le marché de la bande dessinée, tout ça, et ça nous aide à prendre des décisions aussi. On sort du monde de la BD, 2 secondes, pour dire, c'est quoi les passions de Lise et Didier Tarquin quand on ne fait pas de la bande dessinée, s'il y en a? J'ai un petit peu vendu la mèche tout à l'heure en disant quelles étaient mes inspirations. Mais moi, j'adore voyager, j'adore me promener, j'adore les concerts, j'adore les musées. En fait, énormément de choses me passionnent. C'est que ça va être très, très long si on développe tout ça. En fait, je suis curieuse de tout et je trouve que tout est enrichissant.
Voilà, mais c'est vrai qu'on est des grands consommateurs Ouais. de séries et de films. Mm. Ça ponctue Ouais. nos journées quand même, hein. Ouais. On regarde beaucoup ça. Ouais. Moi, je tricote des pulls en laine. C'est mon truc. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, le menteur. Moi, Non, j'adore non, non. trouver des nouvelles techniques de gravure, de peinture, de tout ça. Je suis une chercheuse un petit peu là-dedans. J'aime bien. Qu'est-ce que je fais d'autre? Le problème, c'est que je crois qu'en fait, ma tête n'arrête pas d'inventer des histoires. Et c'est quelque chose que je subis. C'est pas négatif, mais c'est dans subir dans le sens, c'est pas quelque chose que je contrôle. Là, dans ma tête, j'ai trois, quatre histoires voilà, et j'ai besoin de ça. Je crois que je suis un rêveur. Je suis pas sportif. Voilà. J'aime bien faire à manger, voilà, des choses comme ça. Voilà, j'adore le cinéma, j'adore, voilà. Après, je sais pas si, je crois que, en T'aimes gros, la musique aussi, beaucoup. oui, 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 j'adore les concerts. Mm, mm. Ça, j'adore, j'adore, j'adore. Je pense que peut-être que si j'avais pas fait de la BD, peut-être que j'aurais aimé, peut-être pas être musicien, mais peut-être si j'avais pas été dans le livre, peut-être que j'aurais été dans le son. Peut-être j'aurais eu, je sais pas, moi, un magasin de musique ou j'en sais rien. Ou j'aurais peut-être aimé ça, quoi. Voilà. Mais en fait, quand on dit c'est quoi ta passion en dehors, c'est une manière de dire tu arrêtes de travailler, tu as du temps libre, qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, si j'arrête de travailler et que j'ai du temps libre, qu'est-ce qui se passe? Ben, je trouve une nouvelle histoire à dessiner. Voilà, c'est ça. En fait, mon travail, c'est ma passion. Donc, quand on me demande c'est quoi ta passion en dehors du travail, ben, c'est mon travail. C'est ça. Parce que mon travail est ma passion et ma passion est mon travail. C'est une seule chose. Alors voilà, donc, et je suis bien comme ça. Après, il faut pas imaginer que je suis. Là, on parle de ça dans l'interview. Ça va faire maintenant pour loin d'une heure qu'on parle que de bande dessinée, mais ma vie n'est pas que ça non plus. Hein, mais voilà. Alors que vos filles sont prises entre deux parents qui parlent continuellement BD, est-ce qu'on peut déjà penser qu'il pourrait y avoir une relève des Tarquin et qu'est-ce que nous réserve l'avenir de la famille Tarquin dans le domaine de la bande À deux dessinée? filles. Alors aujourd'hui, Alors, ouais, vas-y, vas-y, je te laisse. ça sera pas forcément dans la BD, mais en tout cas, on en a une qui est dans le cinéma d'animation. OK. Elle est grande maintenant, donc elle est en école de cinéma d'animation. Et la deuxième est plutôt dirigée vers la musique et le son. Mais elle est très créative aussi, elle dessine très bien aussi, mais elle n'exprime pas l'envie d'aller dans la bande dessinée. On a deux filles qui, oui, Ils sont artistes elles aussi. travailleront pas dans un bureau. Elles ne sont ni dans la comptabilité, ni dans, voilà. Même si j'ai rien contre les comptables. Mais voilà. Et apparemment, il y en a une qui sera, ouais, c'est ça. Il y en a une qui se dirige vers une carrière dans le cinéma d'animation et l'autre, on ne sait pas ce que. C'est une génération, ils auront 3, 4, 5 métiers différents. C'est pas comme nous. Mais vraisemblablement, elles vont créer des choses, je pense. En tous les cas, au jour d'aujourd'hui, C'est parti pour. ouais, il semblerait que ça irait dans cette direction-là. Juste une petite question dernière parce que j'ai pas pensé à ça, mais vous travaillez tous les deux dans le même logement, c'est ce que vous disiez tantôt. Travaillez-vous dans le même local ou vous avez des locaux différents? Non, non, des Alors, espaces différents. Lise, en fait, ça se passe. Lise, euh, elle disait elle a deux travails, donc elle a deux ateliers. Elle a un atelier pour recevoir ses élèves et elle a un atelier pour pouvoir, qui est son univers de création dans lequel il se passe plein de choses. Ce n'est pas que de la couleur, il y a aussi de quoi dessiner, il y a aussi de quoi coudre, de quoi peindre, de quoi faire beaucoup de choses. Donc elle, c'est un atelier, voilà, on va dire multifonction. Et moi aussi, j'ai deux lieux. Le matin, je vais travailler dans un bar. Je dessine dans un bar. Et l'après-midi, je travaille dans mon atelier à moi, qui est le plus loin possible d'elle dans la maison. Non, j'ai un endroit pour moi aussi, voilà. Et j'aime Non, mais parce qu'il est bien. insupportable, il met du désordre partout. Donc, il a son Ouais. espace pour mettre son désordre. Voilà. Oui, et puis alors, moi, j'aime bien que ce soit fermé. C'est vrai, c'est bizarre, hein. J'aime bien. Le matin, je suis dans un endroit où il y a plein de monde. Et quand je suis ici, il faut que ce soit fermé. C'est comme ça.
c'est mystérieux, hein. Il y a des gens qui ont besoin d'être très entourés. Mais à une époque, on travaillait dans un atelier Oui, pendant longtemps, on a avec, travaillé en atelier. Ouais. avec plein d'auteurs. Il y avait une quinzaine de personnes dans cet atelier. Il y avait du bruit, de la musique, des rires, des... J'avais monté un atelier aussi pour les coloristes où je les formais en fait. Hein. Donc, j'ai formé pas mal de coloristes pendant 10 ans. Oui, Et donc, tu vois, tu travaillais aussi dans une pièce pareille, fermée, mais dans cet atelier aussi. Donc, il avait son atelier dans l'atelier. ouais. Donc, on a toujours eu 2 pièces séparées, même si c'était souvent dans le même lieu, on va dire. Ouais, c'est comme ça. Et quand je fais du scénario, j'ai besoin de partir. Là, cette année, j'ai passé 15 jours à Bruxelles, donc en Belgique, et j'ai un bar où j'écris. Et puis quand ensuite mes idées sont pas bien structurées dans ma tête, je vais marcher pendant 1 heure, 2 heures, pendant 8 heures s'il faut. Et ensuite, et je pense. Et puis, à un moment donné, quand ça commence à se stabiliser dans ma tête, que les éléments commencent à avoir une certaine cohérence, à nouveau, je rentre dans un bar et j'écris. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et ouais, il semblerait que ce soit notre mode de fonctionnement. Bien hâte de voir vos prochaines créations à tous les deux. Ce sera un album magnifique. Oh, j'en tu vas doute voir. pas. Ça va être aussi de la faute de Lise, probablement. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été à l'émission aujourd'hui. Et puis, oui, prochain album, on se reparlera tous les trois de votre prochaine création. Moi, je suis toujours ouvert à des rencontres. La prochaine fois, est-ce qu'on peut te poser des questions? Comment est-ce que tu es venu à faire des interviews? C'est quoi ton rapport à la bande dessinée? Non, mais vraiment, ça m'intéresserait. Oui, pas de problème. On fera ça, un échange de questions. C'est quelque chose que j'ai jamais fait à l'émission. Alors oui, je suis toujours ouvert à ce genre de... Et finalement, tes auditeurs, ils ont peut-être envie aussi de savoir ça. Oh, inquiète-toi pas, ils le savent. Ah ouais? Moi, je veux savoir. Alors, on se posera mutuellement des questions dans la prochaine entrevue qu'on aura ensemble. OK. Merci beaucoup, Didier. Merci beaucoup, Lise. Tellement un plaisir de vous avoir eu avec nous aujourd'hui. Et puis, écoutez, on se dit à la prochaine, c'est sûr et certain. OK. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé 1 fois ou 2 semaines, et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica.